Non, c'est l'enregistrement. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce webinaire. Alors, mon nom est Aboungam. Je suis employé de la Fédération, développement des clubs notamment, et puis aussi l'organisation des essais olympiques en espérant que 2021, ça puisse le faire. Pour introduire la conférence, déjà, dans un premier temps, je vais rappeler les règles d'usage pour le bon fonctionnement de notre conférence. Dans un premier temps, je vais vous demander de désactiver micro et vidéo. Donc, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on puisse bien entendre notre conférencier, Normand, et en même temps qu'on puisse libérer la bande passante. Alors, autre règle d'usage, vous voyez sous votre écran, quand vous cliquez un peu la souris, il y a une barre qui s'affiche. Vous avez chat, ou si c'est en français, je ne sais pas, moi c'est en anglais, donc c'est chat, peut-être conversation, ou en tout cas, vous pouvez poser des questions en appuyant sur chat. Donc, vous pourrez poser des questions tout au long de la conférence. Moi, je vais avoir un œil sur les questions et on va se prévoir une période à la fin de la présentation, une période de questions. Peut-être que certaines questions que vous poserez, vous trouverez la réponse durant la présentation. Mais moi, j'aurai un œil là-dessus. Puis à ce moment-là, éventuellement, s'il y a des questions qui se recoupent, je pourrais les reformuler. Comme je le disais, la présentation est enregistrée. Donc, ce qui veut dire que si vous avez besoin de revoir la présentation ou si les outils qu'on vous présente, vous les exploitez pas maintenant et que c'est dans quelques semaines, quelques mois, vous aurez quand même l'enregistrement, la vidéo qui vous permettra d'utiliser à bon escient ces outils. Alors, si on parle du webinaire qui est principe de gouvernance et rôle et responsabilités au sein d'un club. Donc, premièrement, je voudrais remercier Normand Dulid qui a bien accepté, qui premièrement a conçu les outils qui vous ont été envoyés au courant de la semaine dernière et qui vont être présentés aujourd'hui. Et en même temps pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup Normand. Normand a 40 ans d'expérience comme conseiller stratégique. Donc, il a accompagné une multitude d'organismes à but non lucratif dans la planification, dans des outils de gouvernance, dans le mode de gouvernance et de gestion des clubs. Donc, comme on dit, c'est quelqu'un qui a une vaste expérience dans le domaine. Et parallèlement, Normand est membre du conseil d'administration de la Fédération québécoise d'athlétisme. Et à ce titre, il a aussi revu et mis à jour les principaux outils de gouvernance de la fédération. Donc, logiquement, au niveau de la fédération, on est à jour avec ces outils-là et merci beaucoup, Normand. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Normand pour la présentation et bonne conférence à tous. Merci à vous. Écoutez, 40 ans, ça me fait vieillir, mais c'est ça la réalité pareil. Vous voyez avec mes cheveux blancs que, effectivement, j'ai quelques années d'expérience. Je suis en pré-retraite, alors je siège actuellement sur quelques conseils d'administration, dont celui de la Fédération, et je donne encore aussi beaucoup de webinaires de ce type-là, justement sur les principes de gouvernance avec un certain nombre d'organisations sans but lucratif. Alors, ce que je vais faire avec vous ce soir, c'est essentiellement les trois objectifs que j'ai avec vous. C'est dans un premier temps, vous présenter un survol des principes de gouvernance et de délégation qui devraient guider votre action au sein d'un conseil d'administration puis dans les autres instances de votre club. Je veux aussi vous sensibiliser au rôle qu'on a comme administrateur par rapport à nos propres activités professionnelles et surtout des fois de notre rôle comme bénévole au sein de votre club en tant que tel. J'ai un troisième objectif très, très personnel, c'est que vous soyez convaincus que je sais de quoi je parle. Donc, essentiellement, c'est ça que je veux regarder avec vous ce soir. Normalement, les questions que les membres d'un conseil d'administration devraient se poser, je dirais au moins une fois par année, sinon deux, à toute fin pratique, normalement, comme dans nos propres conseils d'administration, la plupart du temps, on a des administrateurs qui sont là pour 2 ans, puis il y en a qui tournent une fois tous les ans ou à tous les 2 ans. Normalement, ce que je recommande toujours aux gens, c'est une fois tous les 2 ans, c'est important qu'on puisse se remettre
sur la table des questions qu'on devrait se poser comme membre d'un conseil d'administration. Est-ce que je connais bien la loi et les règlements qui régissent mon organisme? On va y revenir tantôt. Vous êtes comme organisme sans but lucratif régi par la loi des compagnies et vous êtes régi aussi par le Code civil. Donc, il y a des éléments qui sont importants là-dedans et que vous devez tenir compte dans votre mode de fonctionnement. Est-ce que, comme administrateur, je suis au fait de la mission, des valeurs, des orientations de mon organisme? Est-ce que j'y adhère? Le fait de ne pas adhérer à ça, ça nous pose un méchant problème quand vient le temps d'éventuellement prendre des décisions si on n'est pas en accord avec la mission et les orientations de nos organismes. Est-ce que je suis au fait du partage des rôles et responsabilités au sein de l'organisme? Il n'y a rien de pire qu'une confusion dans nos rôles et responsabilités. Je vais y revenir tantôt. Je vais vous fournir des outils pour que vous puissiez voir dans quelle mesure vous avez un bon partage, une bonne compréhension du partage des rôles et responsabilités au sein de votre lieu. Que je comprends bien mes responsabilités en tant qu'administrateur. Comment je qualifie mon niveau d'engagement au sein du conseil? Je vais aussi revenir tantôt là-dessus. Est-ce que je comprends bien aussi mes responsabilités en termes d'éthique et de confidentialité? Est-ce que j'adhère aux règles d'éthique et de confidentialité de l'organisme? Et enfin, comment je qualifie mes relations avec les autres administrateurs et avec la direction générale quand on en a une? Essentiellement, ce qui est important qu'on se dise, tout le monde, c'est qu'on ne peut pas se permettre comme administrateur ou comme organisme sans but lucratif d'ignorer la loi. Alors, dans les documents que je vous avez envoyés, il y en a un qui s'appelle les obligations légales d'un club. Ce qui est important qu'on se mette en tête dès le départ, c'est que pour un club, la responsabilité légale, c'est le conseil d'administration qui a toutes les responsabilités. Et donc, évidemment, par conséquent, c'est aux administrateurs et aux administratrices du club que revient la responsabilité légale de votre organisation. Techniquement parlant, si le club ne se conforme pas à ses obligations légales, il pourrait en pratique être radié par le registraire des entreprises. Je dis en principe parce que, avec mes quelques années d'expérience, j'ai à peu près rarement vu que le gouvernement, le registraire des entreprises, se mette à vouloir jouer là-dedans. La plupart du temps, quand c'est problématique, c'est quand il arrive un problème quelconque. Et là, à un moment donné, le problème nous amène à des conflits de juridiction, à des conflits d'intérêts, à toutes sortes d'éléments comme ça. Et si nos outils de gouvernance ne sont pas clairs, bien là, on est dans le trouble. Ce n'est pas quand on est dans le trouble qu'il faut régler nos outils de gouvernance, c'est quand ça va bien. Alors, donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre la tête comme l'autruche que vous avez sur une affaire, puis dire que tout va bien. Non, non, tout ne va pas bien si nos outils de gouvernance ne sont pas particulièrement bien attachés. Quand on parle de gouvernance, là, je veux juste qu'on se dise que la gouvernance, c'est on ajoute au cadre légal un certain nombre de bonnes pratiques qui permettent d'assurer le respect des obligations du club dans votre cas. En d'autres termes, on veut permettre aux instances décisionnelles du club de jouer pleinement leur rôle et d'assurer la viabilité de l'organisme en fonction de sa mission. La gouvernance, c'est donc pas juste le cadre légal, c'est aussi un certain nombre de bonnes pratiques et je vais y revenir avec vous ce soir. Pourquoi on parle de gouvernance? Parce que la plupart du temps, j'ai travaillé avec je ne sais pas combien de centaines d'organismes sans but lucratif dans ma carrière, nombre d'administrateurs et nombre de clubs ne saisissent pas toujours bien la portée de leur responsabilité. Je vais vous dire ça ce soir, là, parce que la dernière fois que j'ai présenté une affaire comme ça dans une organisation, une fédération quelconque, là, quand j'ai eu fini de présenter ça, là, il y a 3 administrateurs qui ont démissionné en disant « Non, non, on ne veut pas accepter ces responsabilités-là. » Pourtant, les responsabilités, ils existent depuis que la loi existe. Mais encore faut-il que les administrateurs saisissent bien c'est quoi la portée de leur responsabilité. Même si on est bénévole, les administrateurs ne sont pas moins soumis à certaines obligations qui sont clairement établies par la loi, c'est ce que je viens de vous dire. D'où la nécessité d'avoir un cadre de gouvernance qui va être efficace, qui va vous aider à vous acquitter de vos responsabilités, à rendre des comptes à vos membres et aux tiers, particulièrement les bailleurs de fonds quand vous en avez, puis de départager les tâches avec vos tâches comme administrateur avec celles de la direction ou de toute personne qui assume des responsabilités plus opérationnelles dans votre organisation. On peut parler de gouvernance parce que collectivement, le conseil d'administration doit planifier et contrôler tous les aspects de la gestion et du fonctionnement du club. C'est le conseil d'administration collectivement qui prend les décisions au mieux-être des intérêts du club en tenant compte, bien sûr, de la répercussion sur les membres et les autres parties prenantes. Individuellement, par ailleurs, les administrateurs, eux, doivent agir
avec le soin, la diligence, la compétence dont faire épreuve en pareille circonstance une personne responsable possédant un niveau de connaissance. C'est le devoir de diligence qui est inscrit dans le Code civil. Pour ceux qui sont de mon âge, là, à l'époque, dans l'ancien Code civil, on disait que nous devions agir comme bon père de famille. Alors, évidemment, aujourd'hui, on n'appelle plus ça le bon père de famille. C'est pour ça qu'on a mis dans le Code civil le niveau, là, la compétence dont faire épreuve en pareille circonstance d'une personne responsable. Alors, c'est le devoir de diligence. On ne peut pas se permettre, comme administrateur, de ne pas avoir ce souci de diligence comme tel. Puis, on doit aussi, bien sûr, agir au mieux des intérêts du club. Ça, il y a le devoir de loyauté qui est aussi inscrit dans le cadre du Code civil dont on va parler tantôt. Donc, normalement, au conseil d'administration, là, la première chose qu'on va faire, c'est de bien comprendre les exigences et le contexte législatif. C'est ce que vous avez dans le numéro 1. Après ça, de concevoir et mettre en œuvre le cadre de gouvernance qui va répondre à ce que vous êtes comme organisation. Après ça, ça va être établir une bonne dynamique au sein de notre conseil, puis au moins une fois tous les 2 ans, d'assurer un suivi d'amélioration continue pour qu'on s'assure que notre cadre de gouvernance soit toujours le mieux possible. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça. C'est CPA Canada, c'est l'Association des comptables agréés du Canada là, qui a établi cet élément-là en disant voilà les questions que tous les administrateurs d'OBNL devraient se poser. Bon, il y a plein de choses que vous connaissez probablement. Je veux juste qu'on fasse une certaine forme de récapitulation. Quand on parle des types d'OBNL qui existent au Québec, là, on en a 3 types. Il y a un certain nombre d'organismes qui sont des organismes sans but lucratif à membership fermé, où les membres de l'organisme sont de fait les membres du conseil d'administration. Je vous dirais que 80% des OBNL au Québec, ce sont des organismes à membership fermé, où, à toute fin pratique, l'Assemblée générale, c'est juste que le conseil d'administration, qui une fois par année, se transforme en Assemblée générale parce qu'il en faut une en vertu de la loi, mais à toute fin pratique, il n'y a pas de membership ouvert. Le deuxième type, c'est bien sûr les organismes avec un membership ouvert de type associatif. C'est pratique, pratiquement tous les clubs d'athlétisme ont un membership ouvert. Alors, les membres sont groupés en association, constituent l'Assemblée générale, puis c'est eux qui élisent le conseil d'administration qui va diriger l'association, dans ce cas-ci, le club. Puis il y a un certain nombre d'organismes. Il y en a. On parle de grosses organisations qui ont un membership semi-ouvert, c'est-à-dire avec des règles plus ou moins strictes qui limitent le membership. Donc, on va, dans ce cas-là, définir que les membres, ce sont, exemple, les présidents. Déjà, on définit que l'Assemblée générale est constituée des présidents, exemple. Puis on définit un certain nombre de règles qui définissent le membership de façon plus ou moins fermée ou plus ou moins ouverte selon le cas. Ce n'est pas votre cas, mais c'est important qu'on se le dise. Là, il y a quand même ces trois types d'OBNL qui existent. Vous êtes, vous autres, incorporés en vertu de la 3e partie de la loi des compagnies. Hein, ces organismes sans but lucratif sont régis par la 3e partie. Personnellement, là, ça doit faire 30 ans que moi et un bon nombre de personnes qui travaillent dans ce domaine-là, on revendique d'avoir une loi spécifique pour les organismes sans but lucratif. On en a une au fédéral. Depuis quelques années, le fédéral a ressorti de la loi des compagnies le secteur des organismes sans but lucratif. Il y a maintenant une loi des organismes sans but lucratif au fédéral. Au Québec, on n'en a toujours pas. On est donc régi toujours par la 3e partie des compagnies. Et ceux qui ont eu la chance, entre guillemets, de lire cette loi-là, qui est absolument indigeste, on se rend compte qu'à toute fin pratique, il y a plein d'éléments dans cette loi-là qui s'appliquent difficilement ou qui sont tellement flous qu'on a de la misère à s'y retrouver dans la loi des compagnies, mais on est quand même régi par ça. Ce qui est surtout important pour les organismes sans but lucratif, c'est ce qui est défini normalement dans vos lettres patentes. Les organismes, avant, pour être incorporés en vertu de la loi des compagnies, on doit faire une demande de lettre patente. Dans les lettres patentes, on définit normalement quels sont nos objets, c'est-à-dire quelle est notre mission. J'ai eu la chance de regarder un bon nombre de lettres patentes de clubs d'athlétisme au Québec. De façon, j'ai regroupé là, les 3 éléments qui reviennent la plupart du temps. Et ceux qui n'en ont pas peuvent s'en inspirer. Là. Généralement, on va retrouver dans les lettres patentes des clubs d'athlétisme, pouvoir organiser l'athlétisme sur l'ensemble du territoire desservi par le club. Après ça, on va offrir à nos membres évoluant sur l'ensemble du territoire desservi la possibilité de s'initier à différentes disciplines. Il y a une expérience enrichissante dans tous les contextes de pratique. On va promouvoir et organiser toute activité touchant l'athlétisme sur le territoire desservi. Ce qui est bien important que vous ayez en tête, c'est ce que vous faites doit être inscrit dans vos lettres patentes.
Et dans vos lettres patentes, vous avez avantage à être relativement général, de façon à ce que vous ne soyez pas limité, justement, dans votre action. Donc, quand je vous parle de ces 3 éléments-là, bien, vous voyez qu'avec ça, on est capable de faire passer l'élément de stock. Donc, c'est normalement ce qu'on va retrouver dans vos lettres patentes. Je ne vous apprends rien, mais je me rends compte que dans beaucoup d'organisations, ce n'est pas toujours si clair que ça. Dans un organisme sans but lucratif, là, on a d'abord et avant tout une assemblée générale. Et je vais y revenir tout de suite après pour vous dire que l'assemblée générale a relativement peu de pouvoir, mais il faut la tenir pareil. On a un conseil d'administration qui est l'instance vraiment qui a tous les pouvoirs au sein de l'organisme. Dans certains cas, quand le conseil d'administration est beaucoup trop gros, entre guillemets, on va se donner un comité exécutif. Puis dans certains cas, évidemment, on est capable de se payer, entre guillemets, une direction générale et ça devient aussi le 4e niveau d'instance au sein de notre organisme. Je vous le disais tout de suite, le pouvoir de l'Assemblée des membres est relativement limité selon la loi. Alors, je pense que le principal pouvoir, dans le fond, de l'Assemblée générale, c'est d'élire le conseil d'administration. Puis encore là, selon les dispositions des règlements généraux, on va y revenir tantôt, parce qu'il se peut que dans les règlements généraux, on définisse des collèges électoraux, on définisse toutes sortes d'éléments qui viennent un peu tempérer le pouvoir de l'Assemblée générale d'élire le conseil d'administration. Mais c'est certainement le pouvoir le plus important de l'Assemblée générale, c'est d'élire son conseil d'administration. D'adopter des modifications de lettres patentes. Je vous ai dit tantôt, on a adopté des lettres patentes. Quand il faut faire des modifications de ces lettres patentes, c'est l'Assemblée générale qui peut adopter ces modifications. En ce qui concerne les règlements généraux, c'est le conseil d'administration qui va les adopter. L'Assemblée générale n'est là que pour ratifier les modifications. Vous avez peut-être, si vous avez déjà assisté à des assemblées générales, je pense à celle de la Fédération, entre autres, là, parce que quand on a refait des règlements généraux à la Fédération québécoise d'athlétisme, on vous a soumis ça pour ratification parce que le conseil d'administration les avait déjà adoptés. Quand on préside une assemblée générale et qu'on doit ratifier les règlements généraux, l'assemblée générale ne peut pas elle-même faire des propositions de modification. C'est toujours le conseil d'administration qui a le pouvoir de modifier les règlements généraux. Donc, l'assemblée générale n'a pas le pouvoir de les ratifier. Évidemment, l'assemblée générale reçoit le rapport d'activité, reçoit le rapport financier de l'organisme. Quand vous en avez besoin d'un, c'est l'Assemblée qui va nommer l'auditeur indépendant, ce qu'on appelait avant les vérificateurs. Puis il y a un pouvoir en 40 ans, j'ai vu une seule fois que ça se fasse. Le pouvoir de l'Assemblée générale, en vertu de la loi, c'est aussi de destituer un administrateur. Pourquoi je dis ça? Comme c'est l'Assemblée générale qui élit le conseil, l'Assemblée générale, c'est la seule instance qui peut destituer l'administrateur. Le conseil d'administration ne peut pas destituer un administrateur. Si l'administrateur ne fait pas sa job, ou bien on attend la prochaine Assemblée générale, ou bien quand c'est vraiment le bordel, comme j'ai vu dans quelques organisations, bien là, on convoque une assemblée spéciale pour demander la destitution de l'administrateur. Écoutez, j'ai vu ça une fois en 40 ans. Fait, c'est pas, mais en vertu de la loi, l'Assemblée générale a ce pouvoir de destituer s'il y a lieu un administrateur. Parlons des grandes dispositions de ce qu'est un conseil d'administration et des dispositions générales en matière de gouvernance. Ce qui est surtout important là, de dire, c'est que le conseil d'administration, c'est un groupe d'individus, bien sûr, mais qui administre collectivement les affaires de la corporation. Je vais y revenir tantôt sur le mot collectif. Il n'y a personne au conseil d'administration qui a un pouvoir individuel. Le pouvoir du conseil n'est que collectif. Et c'est le conseil d'administration qui est légalement et moralement responsable de toutes les activités de l'organisme. En vertu de la loi, il y a tous les pouvoirs, hormis ceux qu'il va lui-même décider de déléguer. On va y revenir tantôt, parce que dans bien des cas, on n'est pas capable, en tant que conseil d'administration, de tout régler tout le temps. Il faudrait se voir une fois par semaine. Et donc, dans un contexte comme ça, on en arrive la plupart du temps à s'assurer qu'on délègue un certain nombre de nos pouvoirs à d'autres instances que le conseil d'administration. Donc, la composition du conseil, son fonctionnement, c'est déterminé par la loi, mais surtout par les règlements généraux, parce que la loi est tellement pas claire que si on n'a pas de règlement général, on n'a pas de règlement généraux, on est dans le trou. Donc, ce qui est important, c'est, même si la loi nous oblige à se doter d'un certain nombre de documents de gouvernance, puis à réaliser un certain nombre d'activités, vous les avez dans une des fiches que je vous ai envoyées, puis je vais y revenir tout de suite. Il reste quand même que ce qui est important dans ce contexte-là, c'est de vous assurer d'avoir ça. Avec ça, puis on vous fournit tous les exemples pour le faire, là, vous allez être correct pour bien gérer votre organisme dans les règles de l'art, comme tel.
Je ne passerai pas là-dessus. Là. Je vous ai mis dans le document des obligations légales selon le Code civil. Alors, quand je vous disais tantôt, le conseil d'administration, l'organisme est régi par la loi, mais il est aussi régi par le Code civil. Vous voyez, les obligations légales selon le Code civil, c'est aussi le conseil d'administration qui gère tout. C'est lui qui adopte les règlements, etc., etc. Il est le mandataire de l'organisme. Il doit agir avec prudence et diligence, c'est ce que je vous disais tantôt. Puis vous devez, la loi, le Code civil vous place dans une situation où vous devez ne pas avoir de situation de conflit d'intérêts. Et ça, c'est important. On va y revenir aussi tantôt. Ce qui est important, là, si vous n'êtes pas rendu là ou si ça fait même très longtemps que vous les avez obtenus, vos lettres patentes, mais que les autres éléments ont été oubliés, je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé la semaine dernière avec un organisme qui existe depuis 15 ans. Ils ont eu leur lettre patente il y a 15 ans. Ils n'ont jamais tenu d'assemblée de fondation et ils n'ont jamais adopté de règlements généraux. Alors, le problème qu'on a eu dans leur cas à eux, là, c'est de remonter aux administrateurs qui avaient signé les lettres patentes, puis les faire se réunir, en tout cas au moins sur papier, pour qu'ils adoptent des règlements généraux pour faire en sorte que l'organisme puisse légalement constituer. Donc, normalement, un club, à partir du moment où il a reçu ses lettres patentes, il doit se doter de règlements généraux qui vont définir les règles de fonctionnement. Il est obligé, en vertu de la loi, de tenir à jour un registre de ses membres. Alors, je vous laisse faire les articles, mais ça, c'est les articles de la loi. Vous devez tenir un registre de vos membres. Vous devez constituer, tenir à jour le livre des procès-verbaux des réunions de l'organisme. Qu'on appelle des minutes, là, mais techniquement, en vertu de la loi, c'est le livre des procès-verbaux. Vous devez, à tous les ans, déposer les renseignements auprès du registre des entreprises en produisant votre déclaration annuelle de mise à jour. C'est important de vous dire ça, là, parce que si vous ne le faites pas, et qu'il y a, par exemple, il y a eu des administrateurs qui ont démissionné, si vous n'avez pas fait ces modifications au registre des entreprises, même ceux qui ont démissionné, s'ils sont encore dans le registraire des entreprises, sont encore responsables. Alors, la première chose qu'on fait quand on démissionne d'un conseil d'administration, c'est de s'assurer qu'il y a eu une mise à jour des renseignements auprès du registraire des entreprises. Là où c'est aussi très, très important, en vertu de la loi, c'est que le conseil d'administration doit s'acquitter des obligations fiscales du club comme tel. Vous êtes responsable de percevoir les retenues à la source quand vous avez du personnel. Vous devez produire les déclarations de revenus et de renseignements. Vous devez percevoir et remettre les taxes applicables. Je vais revenir sur la perception des retenues à la source. J'ai déjà vu depuis quelques années, à quelques reprises, des situations financières où l'organisme n'était pas en mesure de faire sa remise des déductions à la source mensuellement tel qu'on doit le faire. Et c'est bien de valeur, là, mais si l'organisme n'a pas remis l'argent des déductions à la source auprès des gouvernements, les administrateurs peuvent être personnellement tenus responsables de ça. Alors, j'ai vu une situation où l'organisme avait arrêté de payer ses déductions à la source, ça montait déjà à presque 35 000 $. Bien, le conseil d'administration, si ça ne s'était pas réglé, aurait dû payer ce 35 000 $-là collectivement et individuellement. Alors, vous voyez que ça devient extrêmement problématique. Enfin, le dernier élément qui est important, c'est qu'à vertu de la loi, vous devez tenir annuellement une assemblée générale. C'est l'autre élément qui est particulièrement important à vertu de la loi. Bon, il y en a parmi vous qui ont certainement déjà entendu ça, fait que je vais passer quand même relativement vite là-dessus. Hein. On parle souvent de la gestion du PODC, planifier, organiser, diriger, contrôler. Ce qui est surtout important de se dire, c'est que le conseil d'administration, ses principales fonctions, c'est la planification dans un premier temps, puis le contrôle des résultats. L'organisation, la gestion des activités, la direction des activités, c'est du personnel opérationnel qui doit s'occuper de ça. Et le conseil d'administration n'a pas à se mêler de ces éléments-là. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu, je ne sais pas, à de multiples reprises, mais celui qui me vient en tête, c'est un conseil d'administration qui a passé 2h30 à discuter de la couleur de la casquette qu'il était pour donner à leurs membres dans le courant de l'année. Tu sais. Bon, c'est pas au conseil d'administration de prendre des décisions de ce type-là. C'est vraiment au personnel opérationnel de prendre ces décisions-là. Le conseil est là pour fixer les objectifs et après ça, contrôler l'atteinte des résultats. C'est important qu'on ait tout ça en tête. Bon, les obligations légales, vous les avez aussi dans une autre fiche que je vous ai transmise. Obligations légales, donc le conseil d'administration, c'est l'obligation de s'assurer d'être conforme à la loi, aux lettres patentes, aux règlements généraux,
C'est lui qui est dépositaire des lettres patentes et des règlements. C'est lui qui est responsable de l'interprétation de la mission. C'est lui qui est responsable de la soumission des rapports au pouvoir public. Puis il est responsable des obligations financières, notamment en ce qui concerne les retenues fiscales que je viens de parler tantôt. Bien sûr, moralement, il est imputable envers ses membres et envers le milieu auquel il est implanté. C'est important que le Conseil soit conscient de cette obligation-là. L'obligation de planification, hein, c'est lui qui engage et soutient le personnel. Je vais y revenir tantôt parce qu'engager et soutenir le personnel, la loi ne dit qu'une chose, c'est que le conseil d'administration doit impérativement, si nous avons une direction, le conseil qui engage le directeur général. Quand on a un directeur général ou une directrice générale, le conseil peut, par délégation, confier l'engagement de tout le reste du personnel à sa direction générale. Mais la seule personne que le conseil d'administration doit obligatoirement engager lui-même, c'est la personne qui occupe la fonction de direction générale. C'est bien sûr le conseil qui doit adopter le plan de développement, le plan d'action et le budget annuel. Et ça, le budget, c'est important aussi. C'est le conseil qui, en vertu de la loi, adopte le budget. Ça veut dire que toute dépense qui n'est pas prévue au budget doit revenir au CA. Ça, c'est un élément qui est fondamental. Il ne peut pas y avoir de quelqu'un d'autre dans le règlement de délégation qui décide de dépenses s'ils ne sont pas prévus au budget. La loi est claire, c'est le conseil d'administration qui adopte le budget. Et si ce n'est pas prévu au budget, bien, ça doit revenir au conseil. Obligation d'évaluation puis de contrôle. On a parlé tantôt de planification puis de contrôle. Alors, vous les voyez là. Évaluer la performance de l'organisme, faire le suivi au plan d'action, évaluer la performance du personnel, évaluer et actualiser nos politiques, puis exercer un contrôle direct en période de crise. Je vais y revenir un peu plus tard. C'est relativement marginal, mais prenons exemple, on vit une période de crise actuellement. Fait que dans un contexte comme celui-là, bien, le conseil d'administration peut décider de reprendre tous les pouvoirs, même si un règlement de délégation permettait de faire une certaine forme de délégation. Donc, obligation du conseil, donc planifier, contrôler les aspects, se préoccuper de la viabilité du club, prendre des décisions au mieux des intérêts, puis les devoirs de diligence et de loyauté, on en a parlé tantôt en vertu du Code civil, je ne reviendrai pas. La délégation, je vous en ai parlé tantôt, hein, c'est impossible, de façon générale, j'ai rarement vu un conseil d'administration qui est formé de bénévoles, qui est capable d'exercer en tout temps toute l'autorité relative au pouvoir qu'il détient. Il doit donc nécessairement transmettre une partie de son autorité à des individus mandatés qui prendront à leur niveau les décisions en ce qui concerne la responsabilité. Dans certains cas, on va créer un comité exécutif. Dans certains cas, on va créer des comités du conseil. Dans certains cas, on a une direction générale. Dans certains cas, on confie des responsabilités à un ou l'autre des administrateurs ou des administratrices. Certaines responsabilités ne peuvent pas être déléguées. Comme je vous disais tantôt, c'est particulièrement le cas quand les responsabilités sont définies par la loi. Engagement de la direction générale, adoption du budget, modification au règlement. On ne peut pas essentiellement transférer ces responsabilités. Ce qui est important de se dire, c'est que le conseil d'administration conserve toutes les responsabilités, tous les pouvoirs. Ils ne sont pas délégués expressément par le règlement de délégation. Donc, je ne sais pas combien d'organismes qui n'ont pas établi de règlement de délégation ou de politique de délégation, on appelle ça comme on voudra, là. Mais ça reste au pareil, qui définit clairement quelles sont les responsabilités des uns et des autres dans les organismes. Si on n'a pas ça, bien, c'est le conseil qui conserve tous les pouvoirs et toutes les responsabilités, puis il faut qu'il vive avec. Alors ça, c'est important dans ce contexte-là, qu'on se donne minimalement ce qu'il faut pour avoir un bon règlement de délégation. Les principes, normalement, devraient dire ça, là, on précise clairement le mandat, puis on fait connaître les résultats désirés. Alors, quand on confie une responsabilité à quelqu'un, on lui accorde toute l'autorité requise pour qu'elle assume cette fonction-là. On lui accorde la marge de manœuvre suffisante pour faciliter l'atteinte des résultats. Mais dans les faits, il faut bien sûr que la marge de manœuvre soit conforme avec le règlement de délégation et conforme évidemment avec le plan d'action de la fédération. Pas de la fédération, mais de votre club. Maintenant, ça nous oblige à maintenir une communication adéquate avec ceux qui reçoivent un mandat. On doit établir les moyens d'évaluation, puis on doit s'assurer qu'il y a une rétroaction entre le conseil et ceux et celles à qui l'organisme ou le club délègue des responsabilités. Je l'ai vu très, très souvent, cet élément-là. On a un beau règlement de délégation, mais c'est pratique. À partir du moment où j'ai le pouvoir qui m'a été délégué, je me sac du conseil et je commence à fonctionner sans... C'est bien de valeur. C'est pas parce qu'on vous a délégué des responsabilités que vous n'avez pas à en rendre compte.
Et le conseil d'administration, dans son pouvoir de contrôle, doit pouvoir toujours demander aux personnes, aux instances à qui il a délégué des responsabilités, de rendre des comptes. Ce qui est aussi important, là, puis ça, plein d'organisations ne se rendent pas compte de ça, c'est qu'une responsabilité déléguée ne peut pas être déléguée de nouveau. Je vais vous donner l'exemple. J'ai été, qui n'a rien à voir avec un club, là, mais je vais vous donner cet exemple-là parce que je l'ai vécu. J'ai été pendant 6 ans président d'un cégep. Et notre règlement de délégation au cégep, c'était, on avait confié un certain nombre de responsabilités au directeur général. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que le directeur général prenait ces responsabilités-là, il les déléguait lui-même à d'autres. Ça ne marche pas, ça. Si, dans les faits, c'est d'autres personnes qui doivent déléguer, bien, le règlement de délégation doit clairement identifier ça. Ce n'est pas au conseil, c'est pas à la personne à qui on a délégué des choses qu'il faut, qui peut se permettre de déléguer ça à une autre personne. Ça, c'est important qu'on l'ait tous en tête, même si ça ne vous concerne probablement pas beaucoup dans vos organisations. Bon, le conseil d'administration, c'est vraiment le mandataire fiduciaire de l'organisme. Je reviens là-dessus. C'est lui c'est vous autres, le conseil qui est légalement et moralement responsable. Vous administrez collectivement les affaires et vous formez un tout indivisible. L'administrateur n'a pas de pouvoir individuel. Pas plus le président qu'aucun autre administrateur a un pouvoir individuel. Les administrateurs n'ont un pouvoir que collectif et seule une résolution du CA a valeur juridique. Et ça, c'est particulièrement important. Bien sûr, on peut, dans un règlement de délégation, confier des responsabilités au président, au trésorier, à la direction générale ou au comité exécutif s'il y a lieu. Mais si on ne l'a pas, ça, bien, c'est bien de valeur. Les administrateurs n'ont pas de pouvoir individuel, ils n'ont qu'un pouvoir collectif. Autre élément qui est particulièrement important, que vous n'avez peut-être pas vécu dans vos organisations, mais que moi j'ai vécu très souvent, il est important qu'on se dise, là, quand on parle que le pouvoir est collectif, il y a au sein d'un conseil d'administration ce que j'appelle la solidarité mutuelle au sein du conseil. Et ça s'apparente à un conseil de type ministériel. Tous les administrateurs ont la possibilité, ils doivent faire valoir leur point de vue, mais une fois que le conseil a pris une décision, ça engage tous les administrateurs. Si un administrateur ne peut pas être solidaire d'une décision prise par le conseil, il n'y a pas d'autre choix que de démissionner. Il y en a parmi vous qui sont peut-être assez vieux pour se rappeler, quand je vous parle d'une solidarité de type ministériel, rappelez-vous à l'époque de M. Lévesque, à un moment donné, il y a eu des décisions qui ont été prises par le Conseil des ministres et M. Parizeau avait carrément démissionné en disant, moi, je ne suis pas capable d'accepter la décision prise, je n'ai d'autre choix que de... Ou bien je suis solidaire, ou bien je démissionne. Moi, j'ai vu ça plus souvent, malheureusement, des administrateurs qui ne sont pas solidaires et qui se permettent de dire à tout vent, ben moi, je ne serai pas d'accord avec la décision, etc. On va y revenir tantôt. Le conseil d'administration, il y a des règles de confidentialité qui est important qu'on ait au sein d'un conseil. Puis dans les faits, si on n'est pas capable de solidaire d'une décision, on n'a pas d'autre choix que de démissionner. Ce qui est important qu'on se dise, là, c'est qu'on doit essentiellement s'organiser pour éviter les conflits d'intérêts dans un conseil d'administration. Ça devient quelque chose de particulièrement important parce que dans les faits, si on n'est pas capable d'en arriver à s'assurer que les administrateurs jouent pleinement leur rôle, et leur rôle, c'est d'être loyal envers l'organisation et non pas en fonction de leurs propres intérêts. Et c'est pour ça qu'on va demander la plupart du temps que les organismes se dotent d'un code d'éthique pour justement régir cette question des conflits d'intérêts. Alors, les règlements, généralement, ni qui concernent les conflits d'intérêts, c'est l'administrateur, mais souvent, c'est les employés aussi qui doivent être régis par ça. Ils doivent informer le conseil de son intérêt personnel ou de l'intérêt de l'organisme auquel il est particulier. Il doit s'abstenir de prendre part à des discussions où ses intérêts personnels sont mis en cause. Il ne peut pas faire usage de renseignements ou d'informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses fonctions. On dit toujours ce qui se vit à Vegas reste à Vegas. C'est la même chose au niveau d'un conseil d'administration. Ce qui se passe au conseil d'administration, ça reste au conseil d'administration. Et l'information et les renseignements qu'on tire dans le cadre d'un conseil d'administration ne peuvent pas faire partie d'éléments qu'on peut diffuser auprès, à moins que le conseil en ait donné l'autorisation comme telle. Les conflits d'intérêts, là,
c'est pour ça, c'est pour faire en sorte que ça ne se passe pas, cette situation-là. Tu sais, là, c'est le boss qui dit « Je suis l'employé du mois, c'est moi qui l'ai choisi, et je ne vois pas comment ça qu'il y a un conflit d'intérêt. » Vous voyez que belle valeur, mais ce n'est pas vrai, là, on est carrément dans un conflit d'intérêt. Alors, les règles d'activité pratique, ça veut dire qu'essentiellement, quand on est à un conseil d'administration où il se décide d'un sujet où mes intérêts personnels sont en cause, bien, je ne démissionne pas, je me retire de la séance pour le temps qui est consacré à ce sujet-là. C'est essentiellement la seule façon de faire. Puis le code d'éthique qu'on vous a proposé, bien, il fixe un peu ces règles-là. Je vous ai parlé tantôt dans les responsabilités, la gestion des risques. Le Code civil vous dit que vous avez la responsabilité d'évaluer les risques qu'encourt l'organisme et de prendre les mesures nécessaires. C'est la plupart du temps des risques qui sont liés aux obligations faites de rendre des comptes aux membres et aux bailleurs de fonds s'il y a lieu. Si vos règles de gouvernance, vos politiques sont claires en matière de fonctionnement, code d'éthique, règles de confidentialité, politique de travail quand vous avez du personnel, politique de délégation, etc., bien, ça fait en sorte que la responsabilité des risques devient minimisée parce que vous vous êtes doté de tout ce qu'il fallait. Alors, quand il arrive une situation qui est problématique, vous pouvez toujours dire, nous, comme administrateurs, on s'est donné toutes les règles du monde pour faire ça. On a joué notre rôle en tant que bon administrateur ou bonne administratrice. Et dans ce contexte-là, ma responsabilité de risque est largement minimisée dans ce contexte-là. Dans les dernières sections, je vous ai fait aussi une fiche spécifiquement là-dessus sur les attentes légitimes que normalement un club devrait avoir envers ses administrateurs. Ce qui est important, les attentes qu'on a envers les administrateurs, c'est que ces administrateurs-là soient bien renseignés sur leurs responsabilités et sur les disponibilités que demande cet engagement. On vous demande d'acquérir la formation, l'encadrement et le soutien nécessaire pour remplir vos fonctions. Ce qu'on vous donne comme outil là, c'est justement pour vous aider à faire en sorte que vos administrateurs aient acquis la formation et le soutien nécessaire pour remplir leurs fonctions avec efficacité. Les administrateurs doivent prendre le temps de connaître l'information nécessaire sur le club, sa situation, ses ressources, afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. Enfin, évidemment, vous devez bien vous préparer pour les rencontres auxquelles il ou elle vous participez comme tel. J'en ai parlé tantôt. Les administrateurs doivent être solidaires. On doit faire preuve d'ouverture et d'écoute. On doit s'assurer de la confidentialité des renseignements et on doit être assidu et, en cas d'absence, s'informer des décisions prises. Je vais vous parler de cette question de l'assiduité. Dans le projet de règlement généraux que je vous ai soumis et que la Fédération on a adopté et que j'ai recommandé à beaucoup d'organismes, hein, on dit toujours un administrateur qui n'est pas là pendant X rencontres peut perdre son statut d'administrateur. Moi, je recommande toujours que même quand les gens sont malades et qui ont toutes les raisons du monde de ne pas pouvoir participer, mais si pendant la moitié de l'année, un administrateur ou une administratrice n'est pas en mesure de venir participer aux rencontres, il a beau avoir toutes les meilleures raisons du monde, il n'est pas en mesure de bien jouer son rôle. Et dans ce contexte-là, normalement, le conseil d'administration doit pouvoir dire cet administrateur ou cette administratrice va perdre sa job, puis on va le remplacer par quelqu'un qui va être capable de mieux faire le job, quitte à ce que la personne qui est malade puisse revenir dans 6 mois, dans 1 an, mais au moins on s'assure en tout temps que nos administrateurs jouent très clairement les règles. J'ai beaucoup d'organismes qui, pour justement rendre compte à leur Assemblée générale, vont, lors de l'Assemblée générale, faire état du niveau de présence et d'absence des administrateurs. Ce que le gouvernement du Québec vient de nous déposer depuis qu'on va regarder à la Fédération, c'est qu'on va obliger effectivement dans le code d'éthique, dans le code de gouvernance que le gouvernement va imposer aux fédérations, d'avoir justement cette règle-là où l'Assemblée générale va être tenue informée de la présence et de l'absence des administrateurs de façon à pouvoir évaluer s'ils ont bien joué leur rôle. Ce qui était important avec tout ce que je viens de vous dire, là, les questions que vous devriez vous poser, puis on vous a fourni plein de matériel, puis je vais y revenir tantôt.
Est-ce que vous avez des règlements généraux? Ça fait-il longtemps qu'ils ont été revus? Sont-ils conformes à la loi? Ça, c'est important que vous vous posiez cette question-là. Est-ce que vos lettres patentes sont conformes à ce que vous faites? J'ai vu ça, beaucoup d'organismes ont des lettres patentes qui ont été faites il y a 15-20 ans. Puis tu te rends compte qu'aujourd'hui, il y a une partie de ce qu'ils font qui est absolument conforme aux lettres patentes. C'est important qu'on se dise, est-ce que nos lettres patentes sont conformes à ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un code d'éthique et de confidentialité pour les administrateurs et pour notre personnel? Est-ce qu'on a un règlement de délégation qui précise les rôles et les responsabilités? Est-ce que tous et chacun au sein du club connaît et respecte ce code d'éthique? Et est-ce que toutes les personnes qui sont concernées au sein du club respectent aussi la politique de vérification des antécédents judiciaires? Je vous rappelle que c'est particulièrement important. C'est une règle qu'on a émise à la Fédération et que normalement, vous devez aussi, dans chacun des clubs, le respecter. On vous a fourni un certain nombre d'outils. Il y en a déjà qui sont en ligne. Je pense à vous qu'il y en a un certain nombre qui ne le sont pas encore. Mais en tout cas, je vais juste vous dire que je vous ai produit 5 fiches d'information. La première, c'est sur les obligations légales du club. Beaucoup d'éléments que je vous ai présentés ce soir sont dans cette fiche-là. On a une autre fiche qui s'appelle les rôles et obligations des administrateurs, attentes envers les administrateurs. Ce sont tous des éléments que je viens de vous présenter. Les règlements généraux, pourquoi et qu'est-ce que ça comprend? Je vais juste vous... Puis on vous a fourni... Je vous ai fourni dans un modèle de règlements généraux. Mais je pense que c'est important qu'on se dise une chose. C'est que dans vos règlements généraux, là, vous devriez au moins clarifier un certain nombre de choses. Notamment, qui c'est qui est membre de votre club? Ça paraît niaiseux de dire ça, là, mais les questions se posent quand même. On a des membres qui sont des jeunes qui ont un statut mineur. Donc, les mineurs, en soi, ne peuvent pas faire partie de l'Assemblée générale. Donc, si on définit dans nos règlements généraux, ce sont les athlètes qui sont majeurs, mais aussi les parents, éventuellement, des jeunes qui sont mineurs. En tout cas, il faut que vous précisiez qui légalement constitue votre membership. Vous devez avoir des dispositions en ce qui concerne la tenue des assemblées générales. La loi dit en principe que vous devez tenir vos assemblées générales dans les 4 mois qui suivent la fin de votre exercice financier. Dans certains cas, cette règle-là n'est pas si claire que ça. Vous devez évidemment avoir des règles qui concernent la composition puis le fonctionnement du conseil. La première décision que les clubs vont prendre, c'est il y a combien de monde au conseil. On est une grosse organisation, on veut avoir un gros conseil. On est dans une situation où, de façon générale, au Québec, actuellement, on commence à limiter le nombre de membres dans un conseil d'administration. Moi, j'ai connu des conseils d'administration à 27. Je peux-tu vous dire qu'à 27, là, on se voyait 3 fois par année, là, puis c'est évidemment tout le comité exécutif qui a pratiquement tous les pouvoirs, parce qu'à 27, on ne peut pas réveiller. De façon générale, au Québec, actuellement, là, on a des conseils d'administration qui varient entre 7 et 11 personnes la plupart du temps. Il y en a qui sont... Légalement, un conseil d'administration doit être composé d'au moins 3 administrateurs. Mais de façon générale, on a des conseils qui dépassent un peu ça. Si on veut vraiment avoir plus d'implication de nos membres, on a des conseils d'administration qui peuvent varier entre 7 et 11 personnes. Bon, ça, dans vos règlements généraux, il faut définir clairement quelle est la composition de notre conseil, comment il fonctionne. On doit définir les officiers. Évidemment, la loi nous oblige à avoir un président, d'avoir un secrétaire, un trésorier. Bon, là aussi, on a un certain nombre de règles. Puis les règlements généraux stipulent aussi un certain nombre de règles sur la question des dispositions financières. C'est quoi notre année financière? Qui c'est qui signe les effets bancaires? Qu'est-ce qui arrive quand on a une dissolution de l'organisme? Comment on modifie nos règlements généraux? Donc, tous les éléments que, normalement, vous allez retrouver dans vos règlements généraux. Alors, dans les faits, dans le projet la modèle de règlements généraux que je vous ai soumis, bien, vous avez, ça répond à toutes ces questions-là et vous avez la possibilité de faire les modifications. Quand je vous parle des politiques internes, c'est ma 5e fiche d'information. Les politiques internes, c'est 2 éléments qui sont importants. Les codes d'éthique et de confidentialité. Je vous ai aussi mis un exemple de code d'éthique et de confidentialité. Ce que je vous ai donné comme code d'éthique et de confidentialité, là, c'est pratiquement le même que pour la Fédération québécoise d'athlétisme. Et c'est le même que moi, j'ai recommandé à je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines d'organisations parce que ce code d'éthique-là est assez clair, notamment sur les règles de conflit d'intérêts
et sur les règles de confidentialité pour qu'il s'applique à tout le monde. Ce que vous allez retrouver quand vous allez l'ouvrir, ce document-là, puis je trouve ça important de vous le dire, nous, à la Fédération, et je recommande tout le temps à toutes les organisations, donc que je vous recommande en tant qu'à nos clubs, si vous adoptez ce code d'éthique-là, normalement, ce qu'on fait, c'est que à la réunion du conseil qui suit l'Assemblée générale, on demande aux administrateurs de re-signer, quand ils sont là depuis un an, ou les nouveaux de signer le code d'éthique. Pourquoi on le fait signer à tous les ans? Pour que juste les gens ne l'oublient pas, puis que les gens nous disent « Ah, j'avais oublié qu'on avait un code d'éthique. » Non, au moins, minimalement, une fois par année, les membres du conseil ont la tâche, entre guillemets, de relire le code d'éthique et de confidentialité et de dire « OK, je l'ai lu, puis je suis d'accord avec, puis je sais. » Alors ça, c'est important que vous l'ayez. Je vous ai aussi mis 2 outils qui sont des exemples de règlement de délégation. Un qui est très complet, qui s'inspire beaucoup de celui de la Fédération. Et je vous en ai mis un autre qui est plus simple, où sur un tableau, on voit quelles sont les responsabilités du conseil, puis quelles sont les responsabilités de la direction générale. Ou si on avait un comité exécutif, on a fait une colonne comité exécutif. Et on se permet à ce moment-là de clairement identifier ces choses. L'outil que je vous ai mis là, outil 1, les responsabilités au sein du club, moi, j'invite tous les membres du conseil d'administration, quand ils commencent la révision des règlements généraux, la révision des outils de gouvernance, de faire cet exercice-là. J'ai mis dans cet exercice-là, voilà toutes les responsabilités qu'on a au sein d'un club. Et j'ai mis, ça c'est un ordonné, par en abscisse, je vous ai mis, est-ce que ça, c'est la responsabilité de l'Assemblée générale? Est-ce que ça, c'est la responsabilité du CA, du comité d'exécution, de la direction générale, des comités, etc., etc. Puis, on demande à chaque administrateur et administratrice de faire cet exercice, de dire, selon moi, ça, c'est la responsabilité du conseil. Ça, c'est la responsabilité de l'Assemblée, etc. Puis, partagez vos résultats, vous allez vous rendre compte que c'est pas si clair que ça, qu'on a tous la même vision des choses. Et c'est ça qui nous amène la plupart du temps à dire, ouais, OK, il faut qu'on revoie nos règlements généraux, il faut qu'on revoie notre règlement de délégation parce qu'on n'a pas tous la même façon de voir les choses. En conclusion, moi, j'avais dit que je faisais ça en 1 heure. C'est pas si pire, là, il est 8h moins 5. La gouvernance de votre club, là, ça doit tenir compte de sa mission, de son caractère spécifique, et ça doit s'adapter à la réalité propre de votre milieu. Les défis fréquents pour un conseil d'administration, c'est le partage des responsabilités clarifiées, c'est ce que je viens de vous dire, d'où l'importance des règlements généraux et des politiques internes. Ça prend des relations claires entre les administrateurs et les employés et bénévoles opérationnels. On doit avoir des défis importants en termes d'efficience des réunions. Les réunions qui durent une journée, c'est parce que on n'a pas de bonne façon de travailler. Les réunions de conseil d'administration qui durent plus que 2 heures, 2 heures et demie, normalement, sauf exception quand il y a des sujets absolument épouvantables. Là. Mais de façon générale, si on est bien préparé et qu'on a des réunions où les choses sont claires, on devrait être capable d'avoir des réunions avec la plus grande efficience possible. Il faut être agile dans nos prises de décision, d'où l'importance d'avoir le règlement de délégation pour faire en sorte qu'on puisse prendre des décisions rapidement quand il y a besoin de prendre des décisions. Et enfin, faut se donner, dans le tableau que je vous ai montré tantôt, il faut s'assurer d'avoir une certaine forme de suivi d'amélioration continue. Une fois par année, on devrait pouvoir se poser la question, est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce qu'on les fait de la bonne manière? Au conseil d'administration de la Fédération, on a au moins depuis que j'y suis, là, on a établi qu'une fois par année, on faisait cette auto-évaluation dans un premier temps, chaque administrateur, mais aussi l'auto-évaluation du conseil en tant que tel. Puis on voit en quelle mesure il y a des choses à changer dans notre façon de travailler. Et je pense que c'est important que dans chaque club, on se donne cette rigueur de revoir une fois par année comment on travaille, est-ce qu'on pourrait faire ça de mieux qu'on le fait actuellement, etc. Ça me semble être des questions qui sont fondamentales. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous avez donc plein d'outils avec lesquels vous pourrez travailler, plein d'outils notamment en ce qui concerne des modèles comme tels, donc des modèles de règlements généraux, des modèles de code de gouvernance, des modèles aussi de code d'éthique. Alors, normalement, ça devrait pour vous autres être relativement simple de vous assurer d'avoir des outils de gouvernance qui sont conformes à la loi, mais aussi
au caractère spécifique de ce qui est votre club comme tel. Voilà ce que j'avais à vous dire, messieurs, dames. Je ne sais pas si à vous, tu as pris en note de la question. Si tout le monde est endormi et que je les ai tous endormis en présentation. Oui, j'ai une question qui est rentrée. Déjà, avant de passer aux questions, je vais juste vous informer que la présentation, je vais vous l'envoyer. Donc, comme ça, vous l'aurez. Et puis qu'en même temps, lorsque l'enregistrement là sera disponible, on mettra un lien sur on mettra l'enregistrement sur la chaîne YouTube de la Fédération. Puis, on fera un lien sur le site Internet là où on a publié les outils. Donc, on mettra la présentation, la présentation de Normand et l'enregistrement du webinaire. Alors, concernant les questions, j'ai une question de Landry qui demande quand y a-t-il lieu de créer un comité exécutif ou une direction générale? Un comité exécutif, normalement, on va vouloir se donner un comité exécutif quand notre conseil d'administration est assez nombreux et a de la difficulté à assumer totalement toutes ses responsabilités. On va aussi créer un comité exécutif quand nous n'avons pas de personne à la direction générale et que, dans le fond, on a besoin d'avoir une instance plus opérationnelle pour gérer nos opérations et on va à ce moment-là créer un comité exécutif. À la Fédération, où on est un conseil de 9, nous n'avons pas de comité exécutif. Le conseil a un règlement de délégation qui délègue une partie de ses responsabilités à la direction générale. Pourquoi la direction? Pourquoi? Quand est-ce qu'on a une direction générale? On a une direction générale quand on est capable, entre guillemets, de se la donner. Ça suppose qu'on ait un niveau d'activité et un niveau de financement qui nous permettent de se donner une direction générale. Mais dans les faits, la direction générale, ça n'oblige pas nécessairement que ce soit quelqu'un à temps plein. On peut avoir une direction générale qui est là 2 jours, 3 jours par semaine, mais qui assume les opérations comme telles de votre club. C'est certainement ça qui est le plus important. Les clubs qui ne sont pas en mesure d'avoir une personne qui assume cette fonction très opérationnelle des activités, bien là, ça devient plus compliqué parce que là, il y a une certaine forme de confusion des rôles entre être administrateur puis être responsable opérationnel. Quand c'est le cas, ça suppose qu'il faut qu'on ait carrément un règlement de délégation qui soit très clair, sinon il y a un trou. Mais de façon générale, au Québec, actuellement, on n'a pas tendance à recommander la création de comités exécutifs. On essaie de faire en sorte que les conseils soient plus vraiment en selle dans ses responsabilités. Puis, dans le cadre de règlement de délégation, bien, on va, à ce moment-là, confier un certain nombre de responsabilités à une direction générale ou à d'autres personnes quand on n'a pas de direction générale. Parce que le problème de comité exécutif, excuse-moi, à bout, souvent, ce que j'ai vécu des comités exécutifs, c'est le rôle du comité exécutif, ça n'en vient des fois qu'à être préparer le conseil d'administration. Puis préparer tellement le conseil que quand on arrive au conseil, le conseil a l'impression que tout ce qu'il fait, c'est du rubber stamping pour parler chinois. Tu sais, tout a été un peu mâché, décidé par le comité exécutif. Et dans ce contexte-là, le conseil d'administration ne joue plus vraiment son rôle. Alors, moi, personnellement, je ne recommande pas de création de comité exécutif. Alors, j'ai 2 autres questions. Une question de David. Est-ce que la direction générale ou le directeur général ou la directrice générale peuvent être membres du CA? De façon générale, il n'y a rien dans la loi qui spécifie ça. Moi, je recommande, dans le projet de règlement généraux que je vous ai soumis, c'est clair que c'est marqué que la direction générale siège d'office au conseil, sans droit de vote. Parce que si la direction générale est au conseil d'administration avec droit de vote, bien, la première personne qui est en conflit d'intérêt, c'est lui ou elle. Parce qu'il y a beaucoup de décisions qui concernent sa fonction en tant que telle. Et donc, dans un contexte de même, la plupart des organismes syndicalistes que je connais, avec lesquels j'ai eu à travailler, la direction générale, c'est fondamental qu'elle participe aux réunions du conseil, quand il y a un comité exécutif, du comité exécutif, mais participe pleinement au débat, donne toute l'information, parce que c'est la personne qui, la plupart du temps, détient l'information. Mais je ne recommande jamais de donner un pouvoir de vote à la personne qui assume la direction générale.
Question suivante de Nancy. Comment un conseil d'administration peut intervenir dans les opérations sans devenir envahissant? Et voilà, c'est la question la plus fondamentale. Hein? Vous avez certainement déjà entendu parler de ça, là. Moi, c'est une règle que je ne vous ai pas mis, mais que souvent on voit dans les organismes. Là. Dans les organismes, dans les conseils d'administration, là, je dis toujours, il y a beaucoup de conseils d'administration qui passent 80 de leur temps à s'occuper de ce qu'ils ne devraient pas s'occuper, puis malheureusement que 20 de leur temps à ce qu'ils devraient s'occuper. Le conseil d'administration ne devrait pas avoir à intervenir dans les opérations. Le conseil d'administration, sa responsabilité, c'est de fixer des objectifs puis de faire du contrôle. Du contrôle dans le sens positif du terme. Et le règlement de délégation devrait permettre justement de faire en sorte que ces choses-là soient claires. Hein, je vous donnais l'exemple tantôt, là, pas normal qu'un conseil d'administration passe 2 heures à discuter de la couleur de la casquette. On est dans les... C'est caricatural, là, mais dans les faits, j'ai vu ça dans beaucoup d'organisations. Plein de temps qui est passé au conseil d'administration à s'occuper des éléments opérationnels. Parce que peut-être que le règlement de délégation ou la décision sur le partage des rôles et des responsabilités n'est pas clair. Et quand c'est pas clair, bien, le conseil a tendance à vouloir se mêler de tout. C'est là que ça devient extrêmement problématique. Alors, je vous disais, le défi fréquent pour un conseil, c'est de s'assurer du partage des responsabilités. Et ça, c'est particulièrement important. Je vous dirais que 80 des problèmes que moi j'ai eu à travailler au sein de mandats que j'ai pu avoir en gouvernance, ça concerne cette question-là. Clarifier clairement, comme administrateur, quel est notre rôle, puis de faire en sorte qu'on ne vienne pas se mêler des opérations. En tant que conseil, le problème qui se pose, je vais vous donner un exemple concret. Le mien. Je siège au conseil d'administration de la Fédération. Je suis administrateur. Quand je fais cette job-là, là, qui est de préparer ces règlements-là, de faire ces boîtes de lait, etc., moi, je relève de vous là-dessus. Là. C'est lui, Abou, qui est responsable de ça. Moi, je suis un bénévole pour lui dans ce contexte-là. Et je ne suis pas l'administrateur dans ce contexte-là. Je joue un rôle de bénévole et c'est important que ça soit clair. Bon, heureusement que pour moi, ça l'est. Si c'était pas, on aurait des méchants problèmes. Là. Mais je vais juste vous donner cet exemple-là. Moi, quand je travaille sur cet élément-là, mon boss, c'est Abou. C'est pas comme administrateur que je fais ce job-là, mais comme bénévole. Et souvent, au sein d'un conseil, il faut clarifier ces éléments-là. Nancy qui prolonge un peu, en tout cas le commentaire en disant « Nous sommes imputables, donc on veut contrôler les opérations, car parfois c'est difficile d'avoir des retours. » Donc, qu'est-ce que tu peux conseiller par rapport à ça? Premièrement, effectivement, ce qu'elle dit est tout à fait juste sur la question du contrôle. Hein, je vous le disais tantôt, le conseil d'administration, sa responsabilité, c'est le contrôle. Donc, le conseil d'administration demande des comptes, doit demander des comptes, doit s'assurer que les gens à qui on a confié des responsabilités en rendent compte. Si les personnes à qui on a confié des responsabilités n'en rendent pas compte, vous, comme conseil, vous devez sérieusement vous poser la question, est-ce que nous avons fait la bonne job, on a pris la bonne décision de confier ça à cette personne-là? Toute responsabilité déléguée, ça suppose qu'on rende des comptes. Et le conseil d'administration, sa responsabilité, c'est de demander des comptes, de le faire de façon très constructive, mais c'est le même qui assure le contrôle des opérations. Ce n'est pas en les faisant lui-même, c'est en s'assurant que les personnes à qui on a confié la responsabilité en rendent compte. Et le conseil d'administration, dans ce contexte-là, a comme responsabilité de demander des comptes. Je ne sais pas si ça répond à la question de Nancy, là, mais c'est comme ça que normalement tous les conseils d'administration devraient fonctionner. Nancy, si tu as besoin de prendre la parole, tu peux ouvre ton micro. Oui, ça peut être plus facile comme ça. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. OK. Oui, bien, c'est ça. C'est qu'actuellement, justement, en gestion de crise, justement nous, on se rend compte que nos communications ne sont pas tellement bonnes, sont déficientes et que là, les gens auxquels on a donné dans le fin fond des responsabilités, ben, ils vont peut-être un peu trop loin, justement, et ils pourraient nous mettre dans
dans la chenoute. Absolument. Donc là, comme on dit, on essaie de serrer la vis actuellement. Mais c'est ça, là, c'est ça que je voulais savoir, en fait. Là. Mais tu as répondu un petit peu normal. Vous avez tout le pouvoir de serrer la vis, comme vous dites. Ben, Encore plus, ça, encore plus en situation d'urgence ou de crise. La loi est claire, c'est le Conseil, dans un contexte de même, peut décider de reprendre tous les pouvoirs. Mais ce qui est surtout important, c'est pas tellement de... C'est vraiment ultime, c'est de dire on reprend les pouvoirs. Mais d'abord et avant tout, c'est de s'assurer qu'à qui on a confié des responsabilités, rendre des comptes. Et de bien rappeler qu'on a beau leur avoir confié des responsabilités, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Là. Ils doivent tenir compte des orientations que vous êtes données comme club. Ça doit tenir compte, bien sûr, du budget, parce que le budget, c'est vous qui l'assumez et le conseil qui en est responsable. Donc, les gens ne peuvent pas décider n'importe comment, n'importe quoi, comment faire des choses. Mais c'est sûr que dans une situation de crise comme celle qu'on vit, le conseil d'administration, la plupart du temps, va avoir à prendre plus de responsabilités qu'en temps normal. Je vais vous donner l'exemple de la fédération. Là. Normalement, à la fédération, on se voit 4-5 fois par année. Mais là, ça fait depuis le mois de mars qu'on se voit au mois. Là. Il fallait qu'on prenne des décisions beaucoup plus souvent qu'en temps normal. Et même si le règlement de délégation auprès de Marc est clair, Marc a besoin que le conseil donne des orientations. Et on s'est vu en mars, en avril, en mai, et on se revoit encore demain. Puis on est sûr qu'on va avoir à se revoir en juillet. On n'a pas le choix, il faut absolument qu'on réussisse à passer au travers. Donc, c'est votre responsabilité aussi comme administrateur dans un club de faire en sorte que ces choses-là puissent se faire. C'est sûr. Il ne faut pas faire autrement. Je ne vois pas d'autres questions. Peut-être laisser encore peut-être une minute s'il y a d'autres questions qui entrent. En attendant, ce que je veux vous dire aussi, c'est que vous avez reçu là la première série d'outils, donc qui sont vraiment en lien avec la gouvernance, mais il y a d'autres outils qui sont en préparation. Donc, gestion de club, les ressources humaines, des outils en lien avec la fiscalité. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui sont en préparation et qui vont être publiés, mis à disposition des clubs dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, de toute façon, quand ces outils seront disponibles, vous recevrez une communication et ce qu'on fera, c'est que sur le site web de la Fédération, on aura vraiment une section pour les administrateurs, les responsables de clubs, une section avec les outils, de façon à ce que vous puissiez en prendre connaissance et avoir accès en tout temps. Moi, je voudrais juste, avant qu'on se quitte, est-ce que ça a été utile, ce que je vous ai fait? J'aimerais ça un peu vous entendre quelques-uns, ou je suis complètement dans le champ, là, ou si ça a été utile, ce que je vous ai présenté ce soir, qui était dans le fond plus de vous donner un peu de présentation générale par rapport aux outils sur papier. Là. Non, c'est pertinent. Là. Puis les outils, je pense que effectivement, là, quand le club existe depuis longtemps, peut-être qu'effectivement, une petite rétrospective, comme tu disais, là, ça va peut-être faire du bien à des personnes. Puis aussi, bon, pour amélioration continue, mais ces outils-là vont nous permettre d'aller dans ce sens-là aussi. Non, c'est bien parce qu'on ne s'attaque pas beaucoup à ça, comme tu disais. On le fait machinalement, puis bon, on répète, je ne sais pas quoi, mais je pense que c'est important de vous dire, c'est pas particulier, là, de dire, cette situation-là, là, je la retrouve dans tous les secteurs d'activité avec lesquels je peux travailler. Là. Moi, j'ai travaillé avec plein d'organisations administratives dans le secteur du tourisme, de la culture, de l'éducation, où ces questions-là, c'est pas des questions qu'on se pose à tous les jours. Là. Puis souvent, le problème, c'est quand il arrive une situation de crise, bien là, on se rend compte que nos outils ne sont pas corrects. Alors, c'est prendre 3 heures par année puis voir si on est encore correct. Là. Je trouve que c'est une bonne façon de s'assurer que toutes les choses vont aller. Et on est à un bon moment avec ce qu'on vit là. Absolument. On a un peu plus de temps. Là. Absolument. C'est un peu ça qu'on s'était dit à Bou et moi, là, que c'était probablement le bon temps parce que vous n'êtes pas dans les opérations comme on l'est en temps normal à cette période-ci de l'année. Alors, c'est peut-être le bon temps pour collectivement, avec vos collègues administrateurs, que vous regardiez ces questions-là. Merci beaucoup, Normand. Bien, ça fut un plaisir.
Donc là, il y a un plébiscite pour Normand, vraiment très utile, super présentation, très utile, super, très pertinent. Donc, Ben, merci. je C'est ce pense que que je c'est voulais savoir, là, super. que je pas complètement dans le champ. Je pense pas, parce que c'est pas la première fois que je donne cette présentation-là, là, mais ça reste quand même toujours important de savoir un peu si c'était utile à aux gens avec qui on se intéresse. Oui, j'ai Voilà, ben, juste je un vous souhaite une bonne commentaire, fin de soirée. Oups, excuse, juste vas-y. avant de terminer, j'ai juste un commentaire de David qui dit, bon, c'est super, c'est très bien, mais pas évident d'implanter tout ça. Donc, peut-être que c'est un nouveau club ou c'est un nouvel organisme. Donc, peut-être le conseil, c'est peut-être de le faire étape par étape aussi. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'outils qu'on a envoyés. Donc, c'est peut-être de commencer par ceux qui sont les plus prioritaires. Et puis, je ne sais pas si tu as un conseil par rapport à ça, Normand, pour Ben, il y a besoin de je pense faire, que de réorganiser un peu tout ça. Là. Donc, c'est sûr que ce qu'on vous a, ce qu'on vous a soumis, là, c'est vraiment ce qui m'apparaît être les trois outils de base de gouvernance. Un faux règlements généraux, un code d'éthique et de confidentialité et une politique ou un règlement de délégation. Ça, je pense que c'est normalement tous les clubs devraient avoir ça. Mais ça suppose, dans bien des cas, une certaine forme de réflexion. Je vous disais tantôt les règlements généraux. Ben, il faut se poser la question qui c'est qui est membre? On veut combien d'administrateurs? Est-ce que actuellement on en a suffisamment ou pas suffisamment? Euh, euh, Peut-être qu'il faut que vous revoyiez même vos lettres patentes. J'en ai pas parlé tantôt, mais je vais vous en parler parce que dans beaucoup d'organismes qui ont des lettres patentes qui datent de plusieurs années de ça, il y a des éléments dans les lettres patentes que la plupart des organismes n'ont pas dans les lettres patentes. Je vous en donne un seul. Je vous demande tout de suite d'aller vérifier dans vos lettres patentes si vous l'avez. Normalement, on devrait, maintenant, le registre des entreprises recommande que dans nos lettres patentes, on ait, dans les autres dispositions, que le conseil d'administration est composé de X administrateurs, là, ça dépend comment ça se fait. Ce sujet pouvant être changé par le conseil d'administration en vertu de l'article, je pense que c'est 87 de la loi, en tout cas, normalement, vous devez avoir ça. Parce que si vous n'avez pas ça, ça veut dire qu'à chaque fois que vous changez le nombre d'administrateurs, il faut vous demander des lettres patentes supplémentaires. Ça devient complètement ridicule. Donc, normalement, maintenant, dans toutes nos lettres patentes, habituellement, on met cette disposition-là. Le conseil d'administration est composé de X administrateurs, ça peut être 7, 10, 11, 13, ça dépend. Ce nombre pouvant être modifié par le conseil d'administration en vertu de l'article. Je ne me souviens plus laquelle de la loi. Et ça, normalement, si vous ne l'avez pas dans vos lettres patentes, ça vaut probablement la peine que vous fassiez demander des lettres patentes supplémentaires sur cette question-là. Mais cela dit, Abou, tu as raison, il faut prendre ça, je pense, bouchée par bouchée. Si la première bouchée que vous allez apprendre, certainement, c'est les règlements généraux. Si vous n'en avez pas, c'est urgent. Si vous en avez, ben, c'est important que vous regardiez est-ce que vos règlements sont tout à fait conformes à la loi. Alors, vous avez le projet que je vous ai soumis. Lui, je vous le dis tout de suite, là, il est kosher, entre guillemets. Il tient compte à la fois du Code civil puis de la loi. Donc, vous pouvez vous en inspirer. Je vais vous donner un exemple parce que j'ai eu l'occasion de consulter un certain nombre de règlements généraux de clubs. J'ai vu un club qui avait des beaux règlements généraux, sauf un élément qui était illégal, entre guillemets, qui disait le conseil d'administration peut être composé de X à Y administrateurs. Donc, avec un nombre variable d'administrateurs. La loi empêche ça. Le conseil d'administration est toujours composé d'un nombre clair d'administrateurs et d'administratrices. C'est 7, c'est 5, c'est 3, c'est 9, c'est 11, mais ce n'est pas entre 7 et 11. Alors ça, il va falloir à un moment donné que vous regardiez dans vos règlements généraux là-dessus. Pourquoi ça se passe des fois? Parce que la loi canadienne, elle permet d'avoir des conseils d'administration avec un nombre variable d'administrateurs. Ce n'est pas le cas au Québec. Même chose, la loi au Québec dit que le mandat des administrateurs est de 2 ans. Au fédéral, c'est 3 ans. Mais vous êtes tous régis par la troisième partie des compagnies, des clubs, selon moi. Donc, les mandats d'administrateurs, ils sont toujours de 2 ans. Ils peuvent être renouvelables, mais les mandats sont toujours de 2 ans. Alors, vous voyez, juste refaire vos règlements généraux, ça va vous permettre de vraiment clarifier le fonctionnement de base de votre organisme. Après ça, vous pouvez vous attaquer au règlement de délégation puis au code d'éthique. Mais vous avez aussi des modèles à cet égard-là sur lesquels vous pouvez. on dirait que c'est le mot de la fin. Donc, un grand merci, Normand, pour ta disponibilité, aussi bien dans la conception des outils que dans la présentation de ce soir. Merci aussi à tous les participants, toutes les administratrices et les administrateurs de club.
Et donc, n'oubliez pas, vous pouvez aller retrouver les liens. De toute façon, je vous enverrai demain un courriel avec la présentation. Puis, je vous remettrai aussi le lien de où est-ce que vous pouvez retrouver les outils. Et on se dit à bientôt pour une prochaine présentation. Bonne soirée à tous. Salut! Merci beaucoup.